Il est en ligne avec nous cette fois, Jacques Neria, bonsoir et merci. Ancien officier du renseignement militaire israélien, vous êtes également chercheur au Centre des affaires publiques de Jérusalem. Alors avant de parler du Nord, un petit mot quand même sur la bande de Gaza avec ce qui ressemble quand même à un tournant, qu'on le veuille ou non. C'est vrai que Tsahal a confirmé que c'est bien un tir de missile raté du djihad islamique tout à l'heure qui a provoqué donc ce drame à l'hôpital de Gaza. Malgré tout, ça suffira pas à retourner l'opinion arabe. On le voit bien à Amman, à Ramallah ce soir qui massivement exprime sa colère contre Israël. À Amman, en Égypte, au Liban, et la colère palestinienne se fait sentir. Les manifestations sont là. Ils ont presque ils ont attaqué l'ambassade israélienne en Jordanie. Donc, je dirais, et puis naturellement des manifestations monstres face à la Moukata, là où l'autorité palestinienne siège. Donc, de ce point de vue-là, Mahmoud Abbas, qui était supposé revenir ce soir par hélicoptère à Ramallah, n'a pas obtenu l'autorisation des autorités israéliennes de survoler le territoire israélien en hélicoptère. Il viendra demain par la route. Donc, il faut, je dirais, souligner que cet incident-là risque de provoquer le débordement. Donc, ils ne vont pas croire la version israélienne. Ils sont habitués à mentir, à raconter des mensonges. On le voit avec la rapidité avec laquelle ils ont réagi. On n'a rien de temps. En moins d'une minute, ils savent déjà qu'il y a 500 morts, que c'est une bombe israélienne. Rappelez-vous la célèbre explosion à Beyrouth, énorme explosion, la plus grande explosion non nucléaire depuis la Deuxième Guerre mondiale, n'a fait que 200 morts. Alors là, une seule bombe ferait 500 morts, bien comptés, mais ça ne sert à rien. On ne va pas nous croire. Je dirais, les médias ont déjà diffusé la version palestinienne et nous devrons nous habituer, et malheureusement nous sommes habitués à confronter ce genre de litanie, ce genre de rhétorique. Ouais, donc bataille médiatique perdue d'avance, justement. Vous dites que ça ne doit pas arrêter la détermination des dirigeants israéliens, malgré la visite de Joe Biden demain, parce que ça pourrait peser justement sur les échanges. Cette présence d'ailleurs de Joe Biden en territoire israélien, en zone de guerre, vous pensez que ça pourrait retarder l'offensive terrestre, ou bien peut-être ça pourrait constituer un leurre aussi pour Israël? Écoutez, Joe Biden a bien visité l'Ukraine en temps de guerre, donc peut-être qu'ils ne l'ont pas pris au front, mais ils ont eu des discussions avec lui, des négociations sur l'aide américaine à l'Ukraine. Ça sera la même chose ici. Ce qui a quand même, c'est un précédent qui s'est jamais passé, c'est la participation du secrétaire d'État américain et du président américain au cabinet restreint. Donc c'est le lieu où les décisions se prennent concernant la guerre. Et à mon avis, la décision de commencer l'intrusion terrestre devra être prise dans les prochaines heures, parce que au fur et à mesure que ça tarde, je dirais, la confiance des Israéliens envers le gouvernement vacille et commence à trembler. Effectivement. Un petit mot quand même sur le Nord. Vous connaissez bien cette région du Nord et de la frontière libanaise. Déclaration tout à l'heure de Herzi Halevi, le chef d'état-major de Tsahal. Nous sommes dans une guerre pour l'avenir de notre patrie. Et si le Hezbollah fait une erreur, eh bien, cela signifiera son anéantissement. Détermination, là aussi, c'est important de l'afficher, cette détermination. Sur le front Nord, Israël est capable de se battre sur les deux fronts. Écoutez, je l'ai dit assez souvent, Israël a été attaqué en 48 par 5 armées sur différents fronts et finalement nous avons vaincu. En 73, nous avons eu à faire face à deux fronts, le front syrien et le front égyptien, et on a terminé la guerre, naturellement après la surprise de 73, on a terminé la guerre en vainqueur. Donc je ne pense pas qu'on aura une difficulté à maintenir deux fronts, un avec le Hezbollah. Finalement, rappelez-vous, ce n'est pas une armée, c'est une milice. D'accord, une milice armée jusqu'aux dents avec un arsenal de missiles important, mais c'est quand même une milice face à une armée comme l'armée la plus puissante du Moyen-Orient. Ne l'oublions pas pour un moment, nous sommes quand même les plus forts ici. Et je dirais, c'est comme dit La Fontaine, la loi du plus fort, c'est la loi qui règne. Donc que le Hezbollah ne se frotte pas trop à Israël. Nous sommes déjà en conflit limité entre nous et le Hezbollah. C'est un précédent qui ne s'est jamais passé sur la frontière de
depuis 2006, et cela risque naturellement de dégénérer si le Hezbollah va être tenté sous la direction ou sous l'instruction de Téhéran d'attaquer Israël par une salve de missiles. Eh bien, il va se retrouver, je dirais, dans une position très, très épineuse. Et comme le dit le chef d'état-major, et j'ai confiance en ce qu'il dit, il risquerait certainement de subir des dégâts énormes comme milice au Liban. Tout comme le Liban d'ailleurs. Vous restez avec nous, Jacques Neria, merci beaucoup pour cette analyse. Alors en tout cas, cette visite éclair de Joe Biden, on en reparle demain en Israël, constitue aussi un défi pour la Maison-Blanche d'un point de vue politique, sécuritaire également. Christian Ballor est avec nous depuis Paris. Bonsoir Christian, notre consultant diplomatique. Alors Christian, c'est une question de crédibilité quelque part pour les États-Unis dans une crise majeure qui renferme en elle les ingrédients peut-être d'une crise régionale, voire davantage ? Cette visite, David, est le symbole de la solidarité avec Israël pour éradiquer le Hamas tout en prônant la non-occupation de Gaza par les forces israéliennes, ce qui est souhaité par Joe Biden. Alors cela pose question, car qui gérera Gaza en l'absence du Hamas? Est-ce que l'on peut donner crédit à Mahmoud Abbas et à l'autorité palestinienne, otage jusqu'alors du Hamas, dont ne veut plus d'ailleurs une majorité des Palestiniens sur place? Joe Biden va réinsister sur le fait qu'il faut une autorité palestinienne avec la voie ouverte à un État palestinien dans le cadre d'une solution à deux États qui est complètement réfutée par Benjamin Netanyahou. L'objectif de Joe Biden est double. Dissuader, de par la très forte présence militaire américaine au large d'Israël, les autres ennemis d'Israël, c'est-à-dire le Hezbollah et l'Iran, d'intervenir et d'élargir le front. Et puis, soulager les souffrances des civils à Gaza avec l'acheminement de l'aide humanitaire. Vous me direz qu'il est peut-être trop tôt pour penser à l'avenir de Gaza. Il faut d'abord éliminer le Hamas et puis voir comment rentrer dans Gaza sans être piégé. Ouais. Et d'ailleurs, Christian, pendant ce temps, on note que Vladimir Poutine est en Chine, lui, aux côtés de Xi Jinping, pour afficher une alliance face à l'Amérique, face à l'Occident, qui soutient Israël. Bien, David, la rencontre avec Xi Jinping est pour Vladimir Poutine l'occasion de montrer qu'il n'est pas isolé et qu'il a des alliés puissants, même s'il est confronté lui-même à une guerre désastreuse en Ukraine et que Xi Jinping a une économie chancelante. En tout cas, les deux hommes veulent afficher leur alliance, leur partenariat sans frontières, comme ils l'appellent, face aux États-Unis et à l'Occident. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que Vladimir Poutine fait partie de cet axe Chine, Iran, Russie, Corée du Nord, qui refuse de reconnaître le caractère terroriste de l'attaque du Hamas sur Israël. Poutine se veut incontournable et vient d'échouer d'ailleurs dans son souhait de jouer les médiateurs alors qu'il est l'allié de l'Iran qui est un État terroriste. Poutine défie aussi l'Occident sur trois fronts, l'Ukraine, le Sahel avec Wagner qui revient en force, le Moyen-Orient, et même je dirais un quatrième front, puisque l'on a appris cet après-midi, Vladimir Poutine a révoqué la ratification du traité interdisant les essais nucléaires, ce qui signifie qu'il peut reprendre ses essais nucléaires quand il le souhaitera, à tout moment. Christian Ballard depuis Paris, merci beaucoup. Christian, pour ces précisions, on va refaire cap vers le sud du pays avec notre envoyé spécial Pierre Clochendler qui se trouve toujours du côté de Sderot, donc la ville qui est située à 2 km à peine de la bande de Gaza. Pierre, on vient avec vous sur ce qui s'est passé dans cet hôpital de Gaza. L'armée israélienne confirme donc que c'est un tir du djihad islamique, tir de roquette manqué, qui a provoqué ce qui s'est passé. Oui, cela a mis à peu près 3 heures à l'unité du porte-parole de l'armée israélienne pour démentir les accusations qui fusent de toutes parts, comme quoi Israël serait responsable d'un bombardement qui aurait tué 500 personnes, au dire du ministère de la Santé palestinien, qui est contrôlé évidemment par le Hamas dans la bande de Gaza. Alors, je vais vous lire exactement, parce que je ne veux pas faire d'erreur. Ils disent... Ça, c'est ma traduction non officielle. Alors, une analyse des systèmes opérationnels de Tsahal indique qu'il y a eu un barrage de roquettes qui a été tiré par des terroristes de la bande de Gaza et qui est passé à proximité de l'hôpital El Ha'ali à Gaza au moment où il a été touché. Et ensuite, ils disent
que des renseignements de multiples sources que nous avons entre nos mains indiquent que le djihad islamique palestinien, qui a participé au massacre du 7 octobre, au massacre au pluriel du 7 octobre, est responsable pour une roquette qui aurait manqué sa cible et qui aurait touché l'hôpital de Gaza. Cela ferait donc partie d'un échec d'une roquette qui a été lancée dans le cadre d'un barrage de roquettes qui a visé la région centre d'Israël, y compris Tel Aviv, et qui aurait provoqué donc un massacre de 500 morts. La question, c'est de savoir aussi s'il y a réellement 500 morts dans l'hôpital, parce que avant que des photos émergent de corps recouverts de tissus de plastique soient montrés aux médias, ça a pris aussi à peu près 2 heures et ils étaient alignés parfaitement. Après un tel chaos, c'est difficile de s'imaginer que 2 heures plus tard, il y ait déjà de telles images dans un ordre assez incroyable. Alors, l'armée israélienne, évidemment, joue de sa crédibilité, mais je pense qu'en général, l'armée israélienne a toujours voulu être crédible. Et s'ils publient un tel communiqué, c'est qu'ils ont des preuves à l'appui qu'ils pourront présenter au président américain Joe Biden demain. Voilà, effectivement, en tout cas difficile effectivement de faire confiance au Hamas sur ces bilans et ces images publiées à la va-vite. Merci beaucoup Pierre Clochendeler en direct de Sderot, ville, on le rappelle, fantôme depuis maintenant quelques jours. Jacques Neria est toujours avec nous en direct. Une précision quand même, Jacques Neria, on sait qu'Israël, lorsqu'il s'agit de cibler des positions du Hamas en zone habitée, eh bien Israël procède à des tirs de sommation pour prévenir justement la population, pour évacuer les lieux. Ça aussi c'est un élément à prendre en considération dans ce qui s'est passé. Écoutez David, non seulement il y a des sommations et donc des tracts qui sont distribués, qui sont envoyés par les avions, donc pour alerter la population et leur donner le temps qu'il faut pour évacuer. Mais c'est surtout, je dirais, des cibles qui sont interdites de toucher pour l'aviation. Ce sont les hôpitaux, les écoles, malgré qu'on sache que ces hôpitaux-là et ces écoles cachent dans leur sous-sol des dépôts d'armes, des dépôts de missiles, et ils sont utilisés par le Hamas et par le djihad islamique comme des postes de commandement. Donc on le sait, mais l'aviation est complètement interdite de s'approcher même de ces cibles-là. Donc de ce point de vue-là, je dirais, Israël n'a pas à démontrer, je dirais, le fait que cette sorte de cible, ces sortes d'objectifs sont la proie de son aviation. Donc, et par contre, de l'autre côté, on sait très bien que le photomontage, c'est l'opération la plus facile pour les factions palestiniennes. Et comme l'a dit si bien Pierre, le fait en un mois de temps, vous avez compté 500 cadavres, vous avez pris des photos, tout ce qu'il faut, et bien aligné, et savoir que je dirais que c'est automatiquement, c'est Israël, c'est personne d'autre. Donc tout cela prête à semer de doutes. Mais malheureusement, ceux qui ne nous croient pas vont continuer à ne pas nous croire, et ceux qui sont avec nous continueront à nous croire. Donc ne se surtout pas rester sur la défensive face à cela, et donc un test évidemment pour Israël d'aller au bout de cette opération destruction du Hamas. Merci beaucoup Jacques Neria d'avoir répondu en direct à nos questions.